C'est bon, arrête. T'es en train de tout péter. C'est messieurs dames, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 13 des 3 salopettes. On commence directement le premier jour par vider une remorque qu'on avait préparée la semaine dernière hors caméra en déchetterie. Donc là on a fait un peu l'erreur de tout mélanger, donc c'était assez pénible à vider. Sinon, pour le programme de l'épisode du jour, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a 3 grandes activités. Le premier, ça va être de finir les aérations du vide sanitaire. La deuxième, ça va être de démonter le plancher du R+1. Et la troisième, ça va être de continuer le mur de refend. Et puis là, vous voyez en arrière-plan, au niveau des images, comme d'habitude, on fait nos petites courses. Donc là, on a acheté du ciment, on a également acheté une palette de parpaing. Faites gaffe, mettez pas votre palette de parpaing comme on l'a fait nous dans la remorque. Il faut la mettre beaucoup plus vers l'avant, parce qu'en fait, la remorque peut avoir tendance à chasser à l'arrière. Et on a acheté également des panneaux de PAF 10. Donc le PAF 10, c'est des panneaux de ferraille pour notre dalle qui ont été préconisés. Et du coup, c'est 10 cm par 10 cm. La section des ferrailles, c'est 5,5 cm. Et ça fait 4 mètres 250 par 3 mètres 60. Et donc, vu que c'est assez grand, on fait quand même un petit essai rapide pour voir comment ça se présente et si on peut entrer une plaque entière parce que ça va définir comment on va les placer. On se retrouve donc à la maison pour terminer les finitions des aérations du vide sanitaire. Donc si vous l'avez vu dans l'épisode précédent, ça a été fait en bordurette pour pouvoir faire quelque chose d'économique et de simple. Et donc là, vous me voyez simplement gratter au niveau des joints pour simplement avoir une finition propre. Donc je gratte avec un burin plat et un burin circulaire. Et là, on voit Mathilda qui prépare son mortier car elle va faire les finitions tout autour de ces dites bordurettes. Donc là, on peut voir qu'elle dispose des petits morceaux de gravat qui nous restaient. En fait, ça permet d'économiser un petit peu de matière et puis ça mange pas de pain, mais ça tout simplement à l'intérieur. Donc là, on peut voir qu'avec François qui lui montre, elle bourre de mortier à l'intérieur et puis après elle vient talocher pour avoir une finition le plus propre possible. Elle fait ça bien évidemment sur la deuxième aération du vide sanitaire pour que l'eau aussi puisse s'écouler proprement le long. L'objectif c'est vraiment d'avoir un petit congé, un petit chanfrein sur le bord pour que ce soit vraiment propre et puis pareil esthétiquement aussi. Puis là on a placé la camionnette pour un petit peu faire de l'ombre parce qu'encore une fois il faisait bien chaud ce jour-là. Et là, on a mon pote Yann, c'était sa première sur le chantier, il a débroussaillé et lui non plus, il est pas trop à l'aise en débroussaillage. On passe maintenant à l'activité suivante avec François, le montage, du moins, on poursuit le montage du mur de refend. Alors là, c'est assez simple, on aligne les parpaings sans les superposer. Il y a quelqu'un en commentaire dans la vidéo précédente qui nous a fait remarquer ça, mais comme vous pouvez le voir, ils sont bien placés correctement en quinconce. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir un peu comment monter un mur en parpaing, je vous renvoie à l'épisode précédent parce que là c'est juste pour illustrer parce que voilà, c'est un petit peu toujours la même chose, il n'y a pas trop de trucs spécifiques, donc je préfère pas trop détailler. Par contre là on a un truc intéressant qui arrive, c'est Pierre qui va donc couler le béton à l'intérieur des poteaux. Donc à chaque angle et extrémité du mur, on a ce qu'on appelle des poteaux, donc c'est un cercle tout simplement de 20 cm de diamètre, dans notre cas selon nos parpaings, qui est rempli de béton. Ça, c'est donc l'étape de vibration du béton qui est en théorie facultative mais qu'on vous recommande fortement. Ça permet de répartir le béton le mieux possible à l'intérieur et d'avoir quelque chose de vraiment compact. Par contre, il faut faire attention à ne pas trop vibrer, sinon on risque d'avoir une ségrégation entre les différents matériaux, c'est-à-dire qu'en gros ça se sépare quoi. C'est comme dans un cake, quand vous avez toutes les pépites qui sont au fond, c'est pas l'idéal. Donc le béton en fait c'est pareil, hein, c'est de la petite cuisine donc c'est tout pareil. Par contre, attention, gare à l'erreur, parce que là, effectivement, même s'il n'a pas tant vibré que ça, il a fait bouger le parpaing, donc François n'était pas content. C'est bon, arrête. T'es en train de tout péter. Ouais, le parpaing il est sorti. Non mais je sais pas, il est plus bon là alors ou quoi?
Là, il y a les origines marseillaises de François qui reviennent, puisque, bon, comme vous pouvez le voir, il a pas tout pété, hein, il y a juste un parpaing qui a légèrement bougé, parce qu'effectivement, il n'était pas parfaitement sec. Faites bien attention, avec le vibreur, ça a quand même une force assez importante, donc ça a tendance à beaucoup faire bouger vos coffrages, ou là, en l'occurrence, nos parpaings. Donc prudence à ce niveau-là, en tout cas, nous, on l'a appris par 2 fois. T'as vu dans ton petit camion? Qui c'est qui est monté sur la galerie? Un Sigma Boy. Ouais, filme-le un peu, François. Tu ne fais pas bouger le parpaing, toi, hein? Tu ne fais pas bouger le parpaing. Bon, déjà, regarde, il pose à l'heure, il pose un parpaing en fait. Qui te fait un report en alignement? Il devrait être compte niveau là. Il devrait être comme ça. Ah là là, que de péripéties avec ce mur, mais on va voir la fin, vous inquiétez pas, ça finira par arriver. Donc là, on voit aussi Pierre qui ajoute de la ferraille, bien évidemment, à l'intérieur du poteau, qui est obligatoire. Donc là, il est en train de ligaturer. Une heure pour tout ranger. Et surtout, toujours bien nettoyer les outils. Bon, bah c'est tout ce qu'on a pu faire sur le week-end par rapport au mur de Réfan. On a encore la Pierre qui a découpé donc un des paniers pour le mettre à l'intérieur d'un des poteaux. Et comme vous pouvez le voir, on coupe nos paniers, c'est pas effectivement l'idéal, mais c'est un peu la solution de facilité que d'avoir tout d'un même tenant. Ok, maintenant on passe à la plus grosse activité du week-end, c'est-à-dire démonter le plancher du R+1. Pourquoi est-ce qu'on démonte ce plancher? Eh bien tout simplement parce que dans la longueur, il y a 9 cm de différence entre un bout et l'autre. L'autre problématique qu'on a rencontrée aussi, c'est que les poutres à leurs extrémités sont très abîmées du côté droit à votre écran. Du coup, comment est-ce qu'on a procédé pour démonter ces poutres? Tout d'abord, on a mis des petites poutrelles de soutien par le dessous qui viennent s'accrocher à une poutre intermédiaire. Après, on a accroché des sangles. Pierre est venu découper des 2 côtés. Et en fait, après, on descend la poutre progressivement. Vous allez tout de suite comprendre sur les images qui vont venir. Là, donc, on a notre petite poutre au-dessus qui nous a permis de retenir dans un premier temps la chute de la grosse poutre. Et en fait, nous, donc Yann à droite et moi à gauche, on retient la poutre pour la faire descendre tout tranquillement. Et en fait, c'est une technique qui a super bien marché et qui nous a fait gagner pas mal de temps. Parce que mine de rien, une poutre comme celle-ci, c'est relativement lourd. Donc là, on a trouvé une technique quand même assez facilitante pour faire ça mieux, quoi. À la base, on n'était pas forcément parti sur remplacer le plancher du R+1, parce que voilà, c'est quand même un gros boulot, ça ajoute énormément de travail du point de vue du gros œuvre. Mais en constatant l'état des poutres et la différence de niveau, on s'est dit qu'on allait partir pareil sur un plancher poutre alourdi. Et aussi le dernier argument qui est un argument important, c'est le confort acoustique. Il est quand même nettement meilleur, enfin ça n'a rien à voir entre un plancher bois et une dalle béton comme on va le faire en plancher ourdi. Donc là, vous pouvez voir en arrière-plan que les poutres s'enchaînent et se ressemblent. Donc ouais, c'était assez simple, hein. On n'a vraiment pas eu trop de complications de ce point de vue-là. Après, c'est sûr qu'on perd un petit peu de longueur au niveau des poutres, mais au vu de leur état, de toute façon, c'était pas grave. Là, donc, sur la droite, on peut même voir ici qu'elles sont assez pourries. Et sur la gauche, par contre, elles sont en état tout à fait correct. Donc là, vous avez un autre angle de vue, où Pierre, en fait, vient m'aider à ramener la grosse poutre un petit peu vers moi, ce qui permet de la retenir et de diminuer le mouvement de balancier lors de sa chute. Donc il fait ça des 2 côtés, et là on voit Yann à droite et moi à gauche. Et donc là, il vient après desserrer, on va dire, progressivement les petites poutres pour venir après juste les retirer. Comme vous pouvez le constater juste là. Donc on retire d'un premier côté, on retire de l'autre côté, et nous on maintient toujours la tension avec Yann pour pas que ça tombe d'un coup. Vous allez comprendre là sur la vidéo.
T'arrives à la détendre, tiens, ou pas? Ouais, c'est bon. Vas-y, décroche-la, tiens, Il avait été où là? Quelqu'un peut la choper là? Ouais, la chope, c'est bon. Vas-y, François, tu peux la choper plutôt sur la pousse. Non mais toi Romain, La petite. tire vers le haut. J'arrive pas. Tu peux pas. Si, Attends. Et après, donc, pour finir, on a juste besoin de retenir la chute à la main. C'est vraiment pas compliqué parce que ça frotte pas mal sur la poutre qui permet de soutenir. Et on pose tout simplement les poutres ainsi démontées au sol. Après, bien évidemment, comme vous en doutez, il faut bien évacuer ces poutres et les sortir du bâtiment. Donc là, on utilise cette fenêtre. Comme d'habitude, on fait que d'utiliser les fenêtres. De toute façon, sur ce chantier, c'est pas possible. Donc là, il y en a un qui pousse, qui retient dehors. Et après, l'autre sort donc par la fenêtre pour pouvoir reprendre la poutre depuis l'extérieur. Et après, aller la ranger au sec dans le garage, tout simplement. Et puis, on les a mis en vente. Et figurez-vous qu'on a réussi à les vendre assez rapidement. Donc, pour info, c'est des poutres de 18 cm par 18 cm, poutres carrées, qui font à peu près 5,5 mètres de longueur. On les a vendues 45 € pièce. Maintenant, vous avez la vue du résultat final. Donc on voit de ce côté-là, les poutres sont relativement saines, elles sont assez propres. Donc la découpe a été nette à l'intérieur. C'est vrai qu'on aurait pu gagner 30-40 cm de longueur, mais après pour les retirer et les sortir sur toute leur longueur, c'est compliqué. Et par contre, du côté opposé, l'état est catastrophique. Elles sont en très mauvais état, même de aussi loin on le voit. Maintenant, il est temps pour la réflexion. Parce que forcément, on a l'ancien calpinage. Donc un calpinage, c'est comment est réparti sur la longueur les différentes poutres. Et du coup, là, on essaie de réfléchir pour faire au mieux, répartir la charge au mieux, essayer de faire en sorte que ça n'aille pas sur les fenêtres. Mais spoiler, ça marche pas. On a juste fait comme on pouvait et c'est tout. Parce qu'en gros, il y a des trous existants, vous voulez essayer de les exploiter, etc. En réalité, on peut pas faire comme ça. Donc, on a juste essayé de réfléchir au mieux, au plus simple pour la mise en œuvre. Et puis, basta. Après avoir fait ça, donc je fais des petits points tous les 60 cm. 60 cm, c'est le standard de distance entre chaque poutrelle pour un système poutre alourdi. Je crée un petit gabarit en carton. Je place mon laser à la hauteur que je souhaite. Et après, grâce à mon petit gabarit, je viens tracer tout de la même manière, parfaitement, les endroits où on devra faire un trou pour après créer une arase et déposer chaque poutrelle. Donc c'est tous les 60 cm. De retour avec Mathilda sur une toute autre activité. Donc elle s'est chargée de couper des ferrailles de 10 cm de diamètre pour réaliser les chapeaux au-dessus des poutrelles. Donc sur un plancher poutre alourdi, il faut faire ce qu'on appelle des chapeaux. Donc c'est des ferrailles découpées en forme de L qu'on vient placer au-dessus de chaque poutrelle. C'est un standard, c'est comme ça que ça se fait, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est pour de la rigidité. Et donc c'est ce qu'elle s'est occupée de faire. Yann de son côté, il a percé un trou entre le rez-de-chaussée, donc le mur de l'ancienne construction et de la nouvelle construction, pour permettre de passer les gaines électriques. L'objectif, bien sûr, c'est de passer tout dans la dalle béton pour une question de facilité. Donc il s'est occupé de faire ça avec notre beau perforateur. De l'autre côté, il y avait encore un petit peu de chape qu'on n'avait pas piqué sous l'escalier. Donc voilà, il s'est fait plaisir, il a piqué un petit coup. Et ça fait toujours plaisir de sortir le gros marteau-piqueur. Il faut bien sûr évacuer tous les gravats parce que même un petit bout de chape comme ça fait une bonne quantité de gravats. Et puis là, on peut le voir complètement affalé. Regardez-moi ce confort, regardez-moi ce chantier, comme on est bien dessus. On perce des trous, couché, tranquille avec un petit coussin. Bon, durant la journée, on fait pas trop de pauses et on filme pas trop d'ailleurs, mais là, on a une petite pause M&M's pour reprendre un petit peu de sucre pour le travail. Petit coucher de soleil, messieurs, dames, et on se retrouve dimanche matin au boulot. On reprend directement avec François qui termine le travail que Yann a commencé la veille. Là, c'est rien de bien compliqué, il pique un petit peu autour. En plus, là, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas de mèche suffisamment longue. Des fois, on n'a pas tout le matos. Mais ça, en fait, donc ce trou, il est pour passer le plus de gaines électriques possible. Parce que voilà, quand c'est dans une dalle, c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser. Ça fait moins de longueur, etc. etc. Donc c'est la méthode que nous, on a préférée de notre côté. Donc avec Pierre, on s'est mis en tête de retirer toutes les poutres restantes du R+1. Pour ce faire, il fallait d'abord enlever l'ancien plancher qui était dessus. Sur cette partie-là, on ne l'avait pas encore enlevé pour des questions d'accès. Mais du coup, maintenant, on l'a fait.
comment est-ce qu'on a procédé. Donc d'abord on fait une découpe dans toute la longueur grâce à la scie sabre et après on vient faire un effet de levier sur le plancher pour pouvoir le retirer. Effectivement il y avait plein de clous, il y avait tout un amas de différents matériaux et donc c'était quand même plus facile de faire levier. Là vous pouvez voir, il y a une couche de plancher en sapin massif, une couche d'aggloméré, une couche d'une sorte de moquette bizarre, une autre couche de tissu bizarre et de nouveau de l'aggloméré. Donc pour vous dire, c'était pas une mince affaire. Donc si on devait dévisser chaque strate, ça aurait été trop compliqué. C'est pour ça qu'on a fait de cette manière-là. Et puis derrière aussi, ça nous permet d'avoir des éléments un peu plus légers à manipuler. On a François qui nous rend visite parce qu'il profite d'avoir encore un plancher sous les pieds pour effectuer quelques petites mesures. Je sais pas exactement ce qu'il voulait mesurer, mais bon, c'est toujours bien en général d'avoir les mesures justes sur le chantier parce qu'on en a toujours besoin pour commander des matériaux ou autre. Là, vous pouvez me voir utiliser une poutre pour faire un effet levier. Bien sûr, on n'arrivait jamais à filmer quand on arrivait facilement à le faire. Mais c'était vrai que c'est assez difficile d'enlever des plaques aussi lourdes. Puis là, bon, je sais pas trop, on a Pierre qui est un petit peu en vacances. Il me regarde faire les découpes parce que forcément, des fois, il n'y a pas grand chose à faire. Et c'est vrai que la scie sabre a quand même un petit peu de mal à découper au travers autant de strates de matériaux différents. Là, vous pouvez voir, on est sur la fin. Voici comment ça se présente. Donc on a juste les poutres qui sont prises dans le mur de part et d'autre. Puis là on a François qui constate que la dernière poutre est effectivement extrêmement abîmée. Et en tout cas la prochaine étape pour nous, ça va donc d'être d'enlever les poutres. Voilà le résultat du point de vue du rez-de-chaussée. Donc en fait c'est exactement comme l'autre côté. Sauf que voilà, on n'a plus le plancher cette fois-là quoi. Bien sûr ça générait une quantité de déchets astronomiques comme d'habitude. Donc on remplit à 3 toute une remorque de déchets qu'on viendra vider la semaine prochaine puisque, je rappelle, on est dimanche. On procède exactement comme on l'a fait la veille de ce côté-là de la pièce. On retire chaque poutre et puis je vous laisse avec une petite musique sympa et les timelapses de nous en train de retirer tout ça. Là, vous pouvez constater comment est-ce qu'on a retiré les deux dernières, parce que forcément, sur les deux dernières, on ne pouvait pas se retenir avec les autres. Donc on a simplement fait une découpe d'un côté, François y retenait avec la sangle, et après de l'autre côté, on a mis un système avec un étai juste en dessous. Enfin, après on a mis deux étais et une plaque, et en fait à un moment c'est juste tombé. Voici la version timelapse de la chose. Donc c'était vraiment pas compliqué, on n'a pas fait trop dans les techniques élaborées ou quoi que ce soit. Au final, une poutre, c'est pas si lourd que ça. Donc voilà, on s'en est sorti vraiment bien. Là, vous avez la vue d'en dessous sur la dernière poutre, qu'en fait, on est venu simplement tirer et ça a craqué à l'extrémité parce que de toute façon, elle était un peu pourrie. Et là, messieurs, dames, le résultat final, qui est quand même assez impressionnant, ça nous fait une pièce, je sais pas combien de mètres cubes elle fait cette pièce, mais c'est 50 mètres carrés. Et là, on a 2 étages de hauteur, donc c'est quand même assez volumineux, assez surprenant. Ça restera pas comme ça, je vous rassure, on va le diviser, on va faire un nouveau plancher, tout ça. Mais c'est sûr que quand on le voit, ça fait bizarre la première fois, quoi. Donc là, maintenant, il s'agit de sortir toutes ces poutres pour les ranger dans le garage pour après pour la vente. Donc on s'en est pris à 3, ça a très bien marché. Vous voyez là le timelapse, je ne sais pas trop quoi ajouter. Encore une fois, c'était pas une technique trop compliquée. Et au final, on est quand même assez content parce que le mur de réfant, on pensait que ça allait être un obstacle, mais ça nous a plutôt bien servi pour pouvoir justement s'appuyer dessus.
Et voilà le résultat final avec tout ce qu'on a sorti. Bon, à croire qu'on n'était pas encore assez fatigué, on a continué à bosser sur le chantier et cette fois-ci en fait on a essayé, du moins on a commencé à essayer d'enlever les extrémités de poutre qui restaient dans les murs et en fait c'était assez compliqué, on est un peu allé au début en force brute, donc on a juste essayé de taper dessus et de les sortir comme ça, mais en fait il fallait juste piquer au-dessus en dessous et c'était bon. En plus de ça, il y a une sorte de petit téton au niveau de la sablière là que vous pouvez voir juste ici, qui nous gênait en fait pour les sortir et au début on savait pas qu'il y avait ça. Donc on s'est un peu fait gêner par ces éléments, mais après on les a coupés donc on n'a pas eu de soucis. Et pour info, une sablière c'est une poutre horizontale qui est prise dans le mur. Donc là on a Pierre qui termine son ouvrage. Et regarde, ce qui est surtout très important, quand ils viennent de sortir comme ça, c'est bien maintenir la tête. Bien maintenir la teuté. Sur ces belles paroles, on voit que la fatigue était trop présente sur le chantier, donc on est quand même rentré. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du jour. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 17h30, sur des belles images de tournesol.